Alors, je vais poser la première question. Dites-moi si vous m'entendez pas. Ok, super. Donc, vous avez communiqué sur votre présence en négociation entre l'Union européenne et la Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler du but de la session et de ce qu'il en est ressorti? Et est-ce que selon vous, l'UE devrait favoriser la Chine par rapport aux États-Unis en tant que partenaire dans le leadership de la transition? Bien, merci de me recevoir. La question pour l'UE, c'est pas de privilégier tel ou tel partenaire, c'est d'assumer le leadership de la négociation climatique par la nature de ses engagements et puis évidemment par la réalité de ses politiques. Ça fait longtemps qu'on a des conférences des partis, 26 conférences des partis, et que trop souvent on a l'impression que les conférences des partis aboutissent à sauver le processus onusien de négociation climatique plus que le climat. Alors il y a eu l'accord de Paris, qui est incontestablement une rupture positive dans les négociations climatiques. On a des objectifs d'être largement sous 2 degrés le plus possible, près de 1,5 degré de réchauffement maximum à la fin du siècle, et puis d'autres éléments de l'accord de Paris qui sont pas aussi importants mais qui sont très importants. L'idée que les politiques climatiques doivent se fonder sur la science, c'est pas rien. Ça paraît délirant que en 2015 à l'accord de Paris il ait fallu noter que c'était sur la base de la science qu'on définissait les politiques climatiques, mais c'est essentiel. Et puis surtout ce mécanisme de révision permanente qui doivent conduire à toujours rehausser l'ambition. Et la COP26, c'est ça normalement, c'est le premier grand rendez-vous où on doit rehausser les ambitions. Donc, vous le savez, on n'y est pas. On est aujourd'hui, si tous les engagements qui sont pris, on sait combien, il y a toute une partie des engagements qui sont très vagues, étaient tenus, on serait à 2,4, ce qui est 2 fois le réchauffement qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors pour l'Union européenne, ça veut dire quoi? Vous savez, historiquement, l'Union européenne a quand même été le garant du multilatéralisme, avec jusque la conférence de Copenhague 2009, sur une logique qui était la construction à l'européenne du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on se dote d'un objectif, on se dote d'un régime de sanctions pour que le droit soit dur, et chaque pays a sa part, sa responsabilité, suivant le principe onusien, à chacun sa responsabilité, suivant sa contribution historique et ses moyens, mais en ayant des objectifs contraignants. Ça a donné Kyoto, le protocole de Kyoto. Simplement, ce que fait 2009, la conférence de Copenhague, tout le monde y va, tout le monde va sauver le climat, sauf qu'à la fin, ce sont les États-Unis et la Chine qui trouvent un accord avec notamment l'Inde et le Brésil contre l'Union européenne, qui est de dire nous on va s'engager, mais à notre façon, c'est-à-dire on fait du droit mou. C'est fini la conception européenne du droit international. C'est plus on se fixe un objectif, il y a des règles, donc des sanctions, et chacun, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, a sa part de responsabilité. Et donc 2009 marque la fin de la prééminence de l'approche européenne et du fait que l'Union européenne soit au cœur des négociations. Et jusqu'à Paris, certes c'est l'accord de Paris, tant mieux, il y avait une vraie qualité de négociation à Paris, la France avait très bien préparé la négociation, beaucoup mieux que ce qu'ont fait les Britanniques là, notamment avec Laurence Tubiana, qui a piloté la réalité de la négociation. Mais ce qui a permis l'accord de Paris, c'est quand même le pré-accord entre les États-Unis et la Chine. En disant, on y va. On se fixe un objectif, mais il n'y a pas de contrainte. Et y compris si l'accord de Paris a été quasiment reculé de 24 heures, c'est parce que pour Obama à l'époque, qui finissait son mandat, c'était pas possible que l'accord de Paris doive être validé par le Congrès. Donc il fallait qu'il n'y ait aucune contrainte qui oblige Obama à passer par le Congrès et à être validé par le Congrès, parce qu'il avait le Congrès contre lui. Faut se souvenir qu'à la fin, voilà. Bon. Donc l'accord entre la Chine et les États-Unis est un élément très important du puzzle.
mais c'est un élément très important du poste qui dit beaucoup de ce qu'est la négociation commerciale et le droit climatique. C'est un droit mou, avec assez peu d'ingérence onusienne, collective, dans les politiques nationales, mais chacun joue de la coopération et au fond la négociation climatique est devenue un objectif commun et un processus tous les ans où on se revoit pour voir à peu près où on en est. C'est ça aujourd'hui la démarche. Donc l'Union européenne là-dedans, son rôle, là où elle doit avoir un rôle moteur, c'est que quand au niveau de l'Union européenne, à la différence d'autres pays, on prend un engagement à 2030, ça devient la loi. Ça devient la loi européenne. Et vous savez, on est dans cette négociation européenne qui a été lancée, donc législative, qu'on appelle le Fit for 55, c'est-à-dire qu'au fond, on doit adapter nos directives sur l'efficacité des bâtiments, sur le CO2 des voitures, sur l'éco-conception des produits, sur les énergies renouvelables, sur le marché carbone et sur l'ajustement carbone aux frontières. On doit adapter toutes nos réglementations, toutes nos lois au nouvel objectif climatique qu'on s'est imposé. C'est quand même la force de l'Europe, ça. C'est que ça devient la loi. On ne dit pas on va piquer au niveau de nos émissions je ne sais pas quand, et puis à 2040, 2030 ou 2050, on aura tel objectif, et puis on rentre chez soi et c'est fini. Donc ça, c'est la force de l'Union européenne. Et la deuxième force de l'Union européenne, pour retrouver du leadership, c'est de mener le combat climatique, d'arriver au leadership par l'exemple. Il n'y a que ça aujourd'hui. On doit démontrer, qu'on peut réduire les émissions, qu'on peut réduire drastiquement les émissions. 2, que réduire drastiquement les émissions, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine, que c'est réindustrialiser l'Europe, que c'est rendre du pouvoir d'achat parce qu'on a isolé les logements, que c'est rendre nos villes et nos territoires plus agréables parce qu'on a des mobilités qui nous permettent de nous déplacer, y compris sans trop polluer, que, je l'ai dit, c'est du pouvoir d'achat, que c'est retrouver de l'emploi local, que c'est, bon, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut arriver à démontrer. Et ça doit être ça, aujourd'hui, le leadership de l'Europe. C'est démontrer que quand nous, on prend un objectif, on est sérieux. Vous savez que l'objectif européen aujourd'hui, en réalité, il est de 53% d'ici 2030. Les scientifiques nous disent 65%. Donc on est déjà en retrait de ce que disent les scientifiques. Mais au moins, pour cet objectif-là, on doit démontrer qu'on est sérieux, qu'on le met en œuvre et qu'en plus, c'est plutôt bon pour l'économie, c'est plutôt bon pour le travail, pour les emplois, c'est plutôt bon pour le pouvoir d'achat et l'organisation de nos sociétés. C'est tout ça. Et donc, c'est de la cohérence. Vous mentionnez la réunion avec les Chinois hier. Bon, les Chinois, vous savez, c'est toujours une position très ambiguë dans la négociation. À la fois, c'est incontestablement l'économie la plus polluante, mais c'est l'économie la plus polluante parce que une partie de ce que nous consommons vient de Chine, a été produit en Chine. Donc, la vraie réflexion de l'Europe, et c'est en ça que la question de l'ajustement carbone aux frontières est intéressante, c'est parce qu'on passe des émissions qu'on produit sur notre territoire à notre empreinte carbone. Quand vous travaillez sur l'ajustement carbone aux frontières, vous mettez dans nos politiques climatiques les émissions importées. Donc ça, c'est intéressant. Mais vous voyez bien que la Chine, à la fois, joue d'être un pays qui n'est pas un pays développé. Donc on est aussi le représentant des pays du Sud, mais à la fois on est l'une des économies la plus puissante aujourd'hui, la plus émettrice. Et puis c'est tellement gros, si vous voulez, la Chine, ils passent leur temps à dire, regardez le shift qu'on fait sur les énergies renouvelables les 5 dernières années. C'est l'équivalent de la Grande-Bretagne. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en même temps c'est la Chine. Dès qu'ils bougent un peu en Chine, c'est toujours le plus gros mouvement qu'il y a dans le monde. Parce qu'au fond, c'est tellement énorme. Voilà, bon. Mais c'est quand même aussi un pays qui continue à investir beaucoup sur le charbon. Et c'est un pays qui refuse, par exemple, l'ajustement carbone aux frontières. Parce que leur premier objectif, c'est quand même le commerce. C'est quand même le développement de leur économie. Et ils ne veulent pas qu'on se batte contre le dumping climatique et comme le dumping social. Merci. Merci.
laisser passer aux questions directes, il y a quand même beaucoup de questions. Ah, Une question qui est liée justement à cette idée de la manière dont on va atteindre les objectifs que se fixe l'Europe et que se fixe les parties de leur ensemble. On voit un peu que le thème, un des thèmes qui est absent de la COP26, c'est le thème de la sobriété, qui n'est pas explicité jamais, ça c'est souvent logique de l'endroit, mais on voit surtout la promotion de beaucoup de technologies vertes, de neutralité carbone par l'électrification des transports routiers, etc. Pas du tout une démarche de changement de paradigme en tout cas. Et à l'inverse, l'émergence massive du terme des solutions basées sur la nature qui apparaissent, on a l'impression, un peu comme le saint graal de la nouvelle stratégie d'atténuation globale. Donc comment est-ce que les solutions basées sur la nature, ça ne fait pas un peu écran, c'est-à-dire c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, en gros, un écran au véritable problème de fond et que c'est un peu brandi par tout le monde comme ça. Donc, quel est déjà votre avis sur les solutions basées sur la nature et voilà. Et aussi, on m'a demandé si vous pouviez parler un petit peu plus fort, éventuellement. Et je parle déjà fort, non? Ouais, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai une petite voix. Hein. Et voilà, peut-être un peu plus concis que la question d'avant aussi. D'accord. La COP, la négociation climatique, c'est pas la négociation des solutions des politiques nationales. C'est la négociation sur quel objectif on se fixe en commun sur les émissions, comment on travaille sur l'adaptation et la réparation, quelle solidarité Nord-Sud en fonction des responsabilités historiques et actuelles, et avec des angles morts de la négociation qui sont par exemple la question des énergies fossiles. Tout le monde dit Paris c'est un super accord, le terme énergie fossile n'est pas dedans, alors que c'est le cœur du bazar. Donc là on va peut-être y arriver à avoir dans la déclaration finale le charbon et la fin des subventions aux énergies fossiles, mais tout ça pour dire que c'est pas non plus le sujet de la COP d'aller dans chaque politique nationale. Mais il est évident que pour tout le monde, il est clair que le premier enjeu de transition énergétique, c'est la maîtrise des consommations, la sobriété, l'efficacité. C'est quand même le cœur aussi de l'agenda, pour le coup, des politiques nationales ou des politiques européennes. C'est le passage sur les énergies renouvelables. Et puis, c'est l'agroécologie, qui est là aussi l'éléphant dans la pièce que personne n'aborde. L'industrialisation de l'agriculture, l'élevage intensif, et tous les enjeux de déforestation liés à ce type d'agriculture et de mode de consommation, notamment des protéines animales. Mais ça, encore une fois, c'est les discussions, j'allais dire, qui sont au cœur des politiques climatiques, mais qui sont périphériques dans la négociation climatique. Là où vous avez raison, c'est que les COP sont aussi une grande foire commerciale. Quand vous avez plus de 500 lobbyistes des énergies fossiles, ils ne viennent pas pour dire pardon, on s'est trompé, on va changer. Ils viennent pour bloquer la négociation. Et moi, je trouve toujours sidérant qu'ils aient le droit même de présence ici. Enfin, quand il y a eu les grandes négociations sur la sortie ou la gestion du tabac, le lobby du tabac était interdit de négociation. C'est inadmissible que Total soit ici dans la négociation. Enfin, je veux dire, ça serait comme, je sais pas quoi, enfin, c'est totalement délirant. Ça serait comme mettre... bon, je vais pas faire de comparaison. Mais, non, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors après, effectivement, il y a toute une partie de l'économie qui essaye d'avoir une approche technologiste. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas à changer nos modes d'organisation, on n'a pas à changer l'économie, le capitalisme, on n'a pas à changer tout ça, simplement mettons les bons ingénieurs sur les bons trucs et on va faire plein de pognon autour des solutions pour le climat. On sait que ça ne marchera pas. On sait que si on ne revoit pas nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de vie, ça ne marchera pas. Et notre responsabilité, c'est d'arriver à convaincre que la qualité de notre vie ne dépend pas d'un statu quo sur ces modes de production, ces modes de consommation, mais qu'au contraire de leur transformation. J'étais il y a quelques jours
avec, je ne sais pas si vous connaissez Loom, qui est à la fois une marque de textile, et Julia Ford qui a créé cette marque porte une coalition de l'industrie du textile pour dire l'industrie du textile doit prendre sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le textile, c'est 10% des émissions. Pour des fringues qui font des milliers de kilomètres, qui sont jetables au bout de 3-4 fois, il faut que l'industrie textile devienne une industrie responsable du point de vue du climat comme du point de vue social. Et donc ça dit bien aujourd'hui comment on transforme un besoin essentiel qui est de s'habiller. On passe de la mode la plus destructrice, la moins responsable, à une mode qui devient responsable. Mais ça, c'est pas la COP qui doit en décider. Je vous remercie pour vos réponses. Donc la troisième question, c'est une question plus axée sur la jeunesse. On remarque une forte défiance de la jeunesse envers les politiques et plus largement les personnes qui incarnent aussi la politique. Comment aujourd'hui, en tant que candidat notamment présidentiel, vous comptez recréer ce lien avec les jeunes et aussi qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui, entre guillemets, qui sont un peu dépassés aussi par le milieu associatif et qui ont envie de s'engager en politique? Comment est-ce qu'ils peuvent s'engager aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir envie vraiment de dépasser ce monde associatif-là? C'est vrai qu'il y a de la défiance. Moi, je suis toujours surpris, y compris quand je rencontre les jeunes qui organisent les marches pour le climat, tout ça. La plupart du temps, sur les échantillons que je rencontre, il y en a la moitié qui ne vont pas voter. C'est-à-dire que vous avez des jeunes comme vous qui montent des manifestations, des mobilisations pour interpeller la politique, pour leur dire faites plus, et qui au fond considèrent que le choix de la personne qu'ils vont avoir en face d'elle pour faire de la politique importe peu. Ça dit effectivement que la politique n'a pas convaincu de sa capacité à agir et à tenir ses engagements. Donc il y a plusieurs façons de recréer la confiance. C'est quand vous êtes élu, vous faites ce que vous avez promis. Je pense que mes collègues maires à Lyon, quand ils ont été élus, pour dire nous mettrons en place le revenu de solidarité pour les jeunes, nous prêterons un vélo gratuitement à chaque jeune, nous changerons l'alimentation dans la restauration collective, nous ferons du logement social et du logement étudiant. Et bien c'est au fond les engagements qu'on a pris et on tient ces engagements. Je pense que le premier levier pour redonner de la confiance, c'est de considérer que la politique peut être utile et que quand on est élu, on change les choses. La deuxième façon, c'est évidemment aussi de vous faire confiance. C'est de dire, c'est pas simplement les jeunes, c'est pas simplement une cible politique, c'est pas simplement un électorat qui s'abstient beaucoup et qu'il faut mobiliser pour essayer de gagner. C'est de vous mettre au cœur de nos réflexions, de notre travail, et pas simplement sur une approche un peu paternaliste ou descendante qui est de dire regardez, on a des jeunes, ça fait bien sur l'image, mais au contraire, on vous intègre dans notre capacité à penser la société et à porter des réponses sur l'ensemble des sujets. Et puis, c'est, je l'ai dit, c'est aussi l'engagement. Et on a tous été comme ça. Moi, j'ai été comme ça. Hein. J'ai été engagé politiquement, associativement quand j'étais un peu plus jeune. C'est aussi de redonner confiance dans ce qu'est une approche globale. L'approche politique, c'est forcément toute la société. C'est tous les sujets de la société, mais c'est toute la société. Et c'est pas forcément simple. Quand vous défendez une cause, vous dites tiens, moi je défends la cause, je sais pas quoi, l'antiracisme, le climat, le bien-être animal, la violence faite aux femmes, toutes ces causes qui sont essentielles. Vous pouvez dire ça, sur ma cause, je suis fort ou forte. Mais sur le reste, ça me saoule un peu ce qui va être dit sur le reste et tout ça. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon sujet. Donc au fond, je reste sur ma cause, c'est d'une certaine façon plus fort et plus confortable. Et de la même façon, quand vous êtes sur une cause, vous dites voilà, quels sont mes objectifs, mais gérer le pays,
c'est aussi gérer les gens qui habitent ce pays. Moi, je veux sortir du nucléaire, vous voyez, mais je dis pas demain on arrête toutes les centrales nucléaires parce qu'on a 75% de l'électricité qui vient du nucléaire et qu'on sait qu'il va falloir du temps pour en sortir. Donc je suis anti-nucléaire, j'ai toujours trouvé ça aberrant, mais le pragmatisme voilà, m'oblige à prendre le temps pour que ce soit possible. Sortir des pesticides aujourd'hui, ça ne peut pas non plus se faire sans les paysans, y compris les paysans qui utilisent des pesticides aujourd'hui. Je ne peux pas leur dire demain, il n'y a plus un litre de pesticides dans l'agriculture parce que vous avez beaucoup de paysans qui ont été piégés dans le système des pesticides qui ne sont pas forcément convaincus. Mais c'est leur modèle de production agricole et que demain, ils ne sont pas formés, y compris, pour arrêter les pesticides. Donc, il faut que je travaille avec eux. Donc, faire de la politique, c'est aussi accepter la complexité. C'est à la fois vouloir régler les urgences, mais accepter qu'il y a de la temporalité dans les transformations, des choses qu'on peut faire immédiatement. Moi, je suis pour qu'on arrête toute subvention publique à Total, par exemple, qui ne peut plus avoir accès au marché public, aux exonérations de cotisations, au crédit impôt recherche, parce que Total développe de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation d'énergie fossile. Donc si on arrive, c'est fini, mais je sais que Total ne pourra pas du jour au lendemain arrêter les énergies fossiles, vous voyez ? Et il faut intégrer ce qui est la réalité de la politique. Juste les questions libres, à la fin il y aura un peu de questions. C'est un peu frustrant parce qu'on aimerait aussi rebondir sur ce que vous dites, mais on essaie de poser un maximum de questions pour essayer d'apporter les contributions de tout le monde. Et moi je vais tout poser. Et il y aura un temps de questions libres à la fin en tout cas, promis. Un autre thème qui est aussi un sujet clivant au sein de la société française, on était avec François Gémen justement, expert des déplacements liés au changement climatique. Selon vous, au vu en tout cas de la trajectoire que l'on prend en termes de réchauffement global et que ça implique en termes de nombre de déplacés liés au changement climatique d'ici à 2050, quelle devrait être la politique française vis-à-vis de ça et peut-être plus largement, étant donné que c'était eurodéputé, quelle politique européenne est-ce qu'on devrait pousser aussi sur les déplacés sur les déplacés et sur la potentielle immigration. D'accord. Alors, vous avez raison, c'est une question européenne pour moi. Le jeu cynique et totalement inefficace et terriblement inhumain qui consiste à dire les Anglais, leur problème de migrants, c'est à Calais. Traitement totalement inhumain depuis des années à Calais sur les réfugiés. Et nous, on fait la même chose avec les migrants qui traversent les Alpes d'Italie. Traitement inhumain et on renvoie la responsabilité aux Italiens. Et à la fin, les Italiens, pendant des années, et l'Europe le fait un peu, on renvoie aux Libyens. Et on ne sait plus où ça s'arrête, simplement ce qu'on sait, c'est que des femmes, des hommes et des enfants sont traités de manière absolument abominable partout. Partout. Vous voyez ce qui se passe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est une instrumentalisation des réfugiés qui est des plus choquantes. Donc il faut assumer collectivement cette responsabilité. Parce que sinon c'est juste inefficace et la Méditerranée reste le grand cimetière. Et la frontière de l'Europe est la frontière la plus dangereuse du monde. Enfin, ça peut paraître totalement fou, c'est la frontière la plus dangereuse du monde. C'est 20 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Donc il faut assumer notre part de responsabilité. Assumer que la question des migrations n'est pas un problème pour la société. Vous vous rendez compte qu'avec le débat politique qu'on a en France, le sujet de l'immigration est en train de devenir l'une des premières préoccupations des Françaises et des Français, alors qu'il n'y a pas de problème. Vous avez même la droite aujourd'hui, une partie du gouvernement qui dit on revient sur le regroupement familial. Enfin, il faut savoir que le regroupement familial, vous ne faites pas venir vos cousins sur le regroupement familial. Vous faites venir votre femme et vos enfants. Quand la droite dit on réduit de 2/3 le regroupement familial, ça veut dire quoi? Vous avez 3 enfants qui sont restés au pays, vous vous êtes installés, vous avez travaillé en France, vous en faites venir 1 sur 3. Enfin, c'est totalement taré. C'est sortir la France de la Convention de Genève, du droit international. Ils veulent bloquer les étudiants. Enfin, je veux dire, s'il doit y avoir une migration qui doit être même favorisée,
ce sont les études, c'est le brassage de la jeunesse, c'est l'acquisition de compétences, de savoir-faire, de culture, et que tout ça rayonne. C'est l'accueil sur lequel on ne peut pas revenir des réfugiés. Et en fait, ils sont là sur 30 000 migrants économiques. Moi, j'attends toujours qu'ils me disent lesquels on renvoie. On renvoie celles et ceux qui font le ménage dans les bureaux de Zemmour, la nuit, dans des conditions affreuses. On renvoie celles et ceux qui permettent à notre système de santé de tenir encore un peu, parce que vous avez beaucoup de personnel de santé, d'infirmières, de médecins, qui sont des immigrés. Donc tout ça est totalement dingue. Mais il faut une approche européenne. Il faut une approche européenne où on ne laisse pas la Grèce, l'Italie, l'Espagne, au fond, à gérer seul l'accueil des réfugiés. C'est une responsabilité collective. Il doit y avoir une responsabilité partagée, accompagnée d'une réinstallation dans toute l'Europe, parce que sinon c'est les camps qu'on voit de réfugiés à Lesbos, c'est totalement inhumain, et surtout ça ne marche pas, c'est inefficace. Parce que celles et ceux qui disent il ne faut plus des réfugiés, mais ça veut dire quoi en fait à un moment donné? Ça veut dire on les shoot en mer, en Méditerranée? Enfin, il faut toujours leur poser la question de l'alternative. On n'accueille pas les réfugiés, les femmes afghanes qui fuient le régime taliban. C'est quoi l'alternative? Si on les laisse se faire lapider ou tuer? On n'accueille pas les Syriens ou les Éthiopiens ou les Soudanais qui viennent par la Méditerranée. C'est quoi l'alternative? On les laisse se noyer en Méditerranée? Il n'y a pas de solution simple, mais il faut toujours ramener à nos valeurs, et il faut toujours ramener à c'est quoi l'alternative? L'alternative de ne pas les accueillir, c'est qu'ils sombrent en Méditerranée. Qui assume ça? Qui est prêt à assumer devant les Français, qui a été une terre à la fois d'immigration et d'émigration, c'est ça qui fait notre force, qu'ils assument devant les Français de dire on les laisse crever en Méditerranée. Mais juste pour reprendre un peu par rapport vraiment au changement climatique, parce que j'entends ce que vous dites, mais on voit déjà qu'il y a une telle frustration déjà au sein de la société française et au niveau de l'Europe, avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne, ou même le Royaume-Uni qui quitte plus ou moins l'Europe pour aussi des arguments migratoires, enfin, en sachant que la proportion de migrants qu'on a aujourd'hui est déjà largement inférieure à ce qu'on va avoir. Concrètement, en termes de politique, qu'est-ce qu'on pousse au niveau européen? Est-ce qu'il faut restructurer des institutions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... c'est très difficile aujourd'hui de renégocier la Convention de Genève sur les réfugiés. Parce que vu l'état du monde, en vrai, renégocier la Convention de Genève pour y ajouter les déplacés climatiques, c'est probablement réouvrir et abaisser le droit sur la protection de l'ensemble des réfugiés. Donc attention au fantasme de rouvrir des négociations internationales qui, dans l'état du monde, amèneraient à réduire la protection des réfugiés. En revanche, il peut y avoir un droit européen sur les déplacés. Mais l'enjeu, c'est évidemment parce que, François a dû vous le dire, l'immense majorité des déplacés, ils ne viennent pas chez nous. C'est des déplacés au sein des pays ou dans les régions. Donc, évidemment, faire notre part sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour éviter un chaos climatique. C'est faire notre part, ce qu'on ne fait toujours pas, sur l'aide à l'adaptation, l'aide à la réparation. Et puis, c'est, de manière plus globale, arrêter de nuire. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la coopération internationale. Alors, l'aide publique, c'est important. Les dons des pays riches vers les pays du Sud, c'est important. Mais arrêtons déjà de nuire. Enfin, je veux dire, on aide des entreprises françaises qui vont déforester, qui participent de la corruption, qui participent du pillage des ressources dans des pays et qui participent de leur mal développement et de leur incapacité, y compris à s'adapter au dérèglement climatique. Donc arrêtons de nuire avant de vouloir aider, j'allais dire. Et puis une fois qu'on a arrêté de nuire, une fois qu'on a réduit notre empreinte, aidons-les à s'adapter pour que les personnes qui le plus souvent veulent rester là où elles sont nées puissent y rester effectivement. Alors ça va faire le lien avec la dernière question avant les questions de tout le monde. Donc vous avez mentionné le discours de la droite notamment sur l'immigration aux approches des présidentielles, qui est un discours assez dangereux. Mais comment aujourd'hui on peut aussi... on considère que la gauche est assez fracturée aujourd'hui à l'approche des présidentielles. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut unir la gauche? Il y a notamment une initiative qui a été créée pour ça, qui est l'initiative de la primaire populaire.
Est-ce que vous envisagez de la rejoindre et sinon, pourquoi? Écoutez, il y a 5 ans, j'étais déjà candidat à l'élection présidentielle, à peu près à la même date. Et j'ai considéré que ma responsabilité, et les écologistes ont considéré que leur responsabilité, parce que c'était un choix collectif, c'était de rejoindre Benoît Hamon parce qu'il avait repris une partie de notre programme, qu'il le défendait, et que il y avait dans cette élection totalement dingue une petite chance que le rassemblement fasse la victoire. Bon, ça n'a pas été le cas, loin s'en faut. Au printemps dernier, j'ai mis tous les responsables de gauche autour de la table. Je suis le seul à avoir rassemblé tous les responsables de gauche. Il y en a qui sont venus, qui ont fait un peu semblant, il y en a qui sont venus sincèrement, il y en a qui ne sont pas venus. Je dirais, il y a un moment donné, si vous voulez, il faut que tout le monde joue le jeu. Moi, je l'ai joué il y a 5 ans. On a montré qu'on était capable de. Aujourd'hui, ma conviction absolue, face à toutes les urgences dont on parle, c'est que c'est le projet écologiste qui peut rassembler. C'est que c'est le projet écologiste qui affronte effectivement le dérèglement climatique, les inégalités sociales et les discriminations et la démocratie. C'est nous qui avons cette cohérence-là. Alors, moi, je ne vais pas saborder ma candidature quand les autres n'ont pas cette cohérence-là et cette force-là. Quand tout le monde dit c'est autour de l'écologie qu'on doit se reconstruire. Ben, c'est bien, il y a un projet écologiste. Mais moi, je ne vais pas faire des primaires écolos. Après, je vais faire une primaire populaire où la plupart des autres candidats ne vont pas y aller. Et puis après, on fait une primaire de quoi? Il y a un moment donné, moi, mon sujet, ce n'est pas de gagner des primaires, c'est de gagner l'élection présidentielle. Ce n'est pas de s'adresser à des publics, certes intéressants, mais restreints. On fait une primaire écolo, 120 000, il y a la primaire populaire, 130 000, 140 000, et puis après, on fait quoi? Bon, 60 000, très bien. Mais je veux dire, ce n'est pas 66 millions de Français. Je veux dire, je vais faire quoi? Je vais aller faire une primaire pour débattre avec Pierre Laroutourou, Charlotte Marchandise, et je ne sais pas qui. Non, ça ne marche pas. Moi, j'entends, si vous voulez. Moi, j'ai aussi une cohérence politique qui est la question de la démocratie internationale, l'Europe. Et on n'a pas exactement les mêmes idées avec Jean-Luc Mélenchon sur la démocratie internationale et l'Europe. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Parti socialiste, son histoire. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, le sujet du Parti socialiste, c'est de réenchanter le quinquennat Hollande, désolé, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, le quinquennat Hollande, on l'a quitté, parce qu'il ne se faisait rien sur l'écologie, parce qu'il ne se faisait rien contre les inégalités pour la justice sociale. Moi, je veux bien qu'on m'explique que le socialisme, c'est la justice sociale. Ça l'a été. Enfin, le quinquennat Hollande, c'était il y a 4 ans et demi. Hein. Ça s'est fini avec les lois travail et les lois El Khomri. Il n'a pas semblé que c'était la justice sociale comme fer de lance. Donc, moi, je ne reproche rien à personne. Mais je considère qu'aujourd'hui, c'est le projet écologiste large, hein, pas le projet de LV, le projet écologiste large qui peut rassembler et que c'est quand même autour de la candidature écologiste que ça doit se faire. Donc moi, je tends la main en permanence, mais je ne tends pas la joue. Je ne vais pas passer mon temps à discuter avec les autres leaders s'ils ne veulent pas. Voilà. Vous comprenez bien que c'est quand même important, c'est quand même un compromis qui pourrait permettre de gagner. Mais quel compromis alors? Ouais, peut-être que faire des compromis dans les programmes pour avoir un programme Ok. qui peut, même s'il ne convient pas 100%, on est bien d'accord. D'accord. Vous êtes pour ou contre le nucléaire? Je suis pas pour le nucléaire. Ah bah voilà, on a un problème. Sur le socle de la primaire populaire, il n'y a pas un mot sur le nucléaire. Il ne vous a pas échappé, Macron, aujourd'hui relance le nucléaire. Il relance ça pour le faire accepter au niveau européen avec la Pologne du charbon et avec les lobbies des énergies fossiles. Donc, pour le nucléaire, pour sauver son nucléaire, Macron est prêt à s'aborder l'ambition climatique de l'Europe. Et dans la primaire populaire, dans le socle aujourd'hui, il n'y a pas un mot sur le nucléaire. Moi, ça me pose un problème en tant qu'écologiste. Je suis bien d'accord, mais je ne veux pas relancer le nucléaire, il faut juste qu'il s'arrête petit à petit. Je trouve que c'est très bien ce que vous avez dit, mais je suis pas pour Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans ma conception de la transition énergétique, tant qu'il y aura l'éléphant nucléaire dans la pièce, eh ben, on continuera comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne fait pas nos objectifs sur
les économies d'énergie, on ne tient pas nos objectifs sur les énergies renouvelables et on a des réacteurs qui peuvent nous péter à la gueule avec des déchets qui vont durer 100 000 ans. Ça, mais on peut avoir un débat. Mais pour moi, c'est un truc important. Il n'y a pas un mot sur l'Europe dans le socle de la primaire populaire. Enfin, on a quand même un débat sur l'Europe. Vous voyez Montebourg qui saute sur l'initiative des Polonais qui, pour mettre à bas la justice, pouvoir contester l'IVG, pouvoir remettre en cause les droits basiques de toute personne, dont les LGBT. Ils sautent dessus en disant super la Pologne qui remet en cause la primauté du droit européen qui protège chaque citoyenne, chaque citoyen en Europe. Ben, désolé, pour moi, c'est pas un demi-débat. Je suis bien d'accord, mais face à l'urgence de l'extrême droite, il faut passer la parole aussi. Ouais, Martin, on va passer la parole. La meilleure façon de combattre l'extrême droite, c'est pas simplement d'être contre l'extrême droite, c'est d'avoir un projet qui convainc les Françaises et les Français de changer leur quotidien comme de changer le futur de notre pays. Il ne suffit pas d'être contre l'extrême droite. Ça, c'est l'argument de Macron. C'était l'argument de Hollande. C'était l'argument de Sarkozy. C'était l'argument de Chirac. Je veux dire, vous êtes une génération jeune. La génération entre moi et vous, c'est celle qui a commencé à voter en 2002 contre Le Pen. Et bien moi, je pense qu'il est temps de porter un projet d'adhésion, un projet de transformation et non pas d'éviter le pire seulement. Sinon, à un moment donné, ça arrive toujours. On va passer maintenant la parole à Charlène qui pose des questions. Pour rebondir là-dessus, je suis d'accord qu'il y a des divergences de programme entre les partis de gauche, mais mine de rien, on est quand même face, là, à l'extrême droite. Je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas voter contre, mais est-ce qu'en s'unissant et en passant un petit peu au-delà de quelques divergences qui existent, en s'unissant un tout petit peu, justement, ça ne pourrait pas créer, au moins donner une chance à ne pas donner la fin. D'accord. J'ai mis tout le monde autour de la table. J'ai mis tout le monde autour de la table. De la France Insoumise à Glucksmann, en passant par Emmanuel Morel, les communistes, les machins. D'accord, j'ai mis tout le monde autour de la table. Mélenchon a dit, on s'est parlé des heures au téléphone, il m'a dit, écoute, en fait, je vais pas lâcher mon projet, ma candidature. Il m'avait dit la même chose il y a 5 ans. Il m'a dit, écoute Yannick, tout ça c'est sympa, vous vous rassemblez, moi je ne lâcherai pas ma candidature. Donc il tient à sa candidature. Non mais attendez, je vous explique la réalité. Les communistes disent, nous on a notre candidat, quoi qu'il en coûte. Anne Hidalgo, elle est venue une fois, elle n'est pas venue la seconde fois. À un moment donné, je fais avec ce que j'ai. Mais je ne vais pas aller pardonnez-moi, je vais pas aller dans une primaire populaire. J'ai été désigné candidat écologiste. Il faut qu'on convainc les Français des idées qu'on porte. Et vous voyez que le débat public aujourd'hui, il n'est pas totalement ouvert à nos idées. Donc il faut qu'on s'y mette. Moi, désolé, je ne vais pas aller faire une campagne pour aller faire un débat avec Pierre Laroutourou, avec tout le respect que j'ai avec Pierre Laroutourou. Pierre Laroutourou, il est venu me voir pour me dire, Yannick, il faut que tu fasses la primaire populaire. T'es le seul qui peut rassembler la gauche et les écologistes. T'es le seul qui peut gagner. Ben, j'ai dit, rejoins-moi. Il me dit, mais non, il faut qu'on ait un débat entre nous face aux Français, et t'inquiète pas, je perdrai. Désolé, mais c'est quoi l'idée? Donc on continue à se parler entre nous, on se fait plaisir. Après, je ne nie pas l'impact de la division, mais allez voir les autres, ne me reprochez pas à moi de ne pas avoir pris des initiatives. Après, il se trouve que c'est vous qui êtes là. D'accord. Voilà. Mais reconnaissez que c'est moi qui suis là sur le combat écolo, sur le combat pour le climat. Et donc, à un moment donné, c'est aussi votre responsabilité. Je comprends, c'est tellement plus facile si tout le monde se met ensemble. Je comprends le confort que ça a sur les choix. Mais à un moment donné, désolé, la politique, c'est aussi faire des choix. C'est de dire, ok, Jadot, il est peut-être comme ça, mais au fond, c'est le plus proche de mes idées. Ou peut-être c'est Hidalgo, peut-être c'est Mélenchon, peut-être c'est un autre, tu vois. Mais à un moment donné, c'est des choix. Ça peut être Montebourg. Bon, désolé, Montebourg, vous avez vu ses dernières déclarations. Bon, voilà, vous voulez que je fasse la primaire avec Montebourg? C'est les jeunes, Madame Révérotte. Ouais, monsieur, si vous y allez à la populaire, Hidalgo, elle va y aller. Ah bon? Y aller. Mais jamais. Mais elle veut même pas faire le débat en interne sur sa désignation. On a besoin de gros candidats qui y vont pour que ensuite les autres gros candidats y vont. Parce que forcément, là, si on laisse un truc
Ah ouais, mais c'est toujours. Donc moi je réunis, donc moi je suis toujours celui qui se sacrifie. Je suis désolé, aujourd'hui, moi, En fait, si enfin, vous- franchement, vous y les allez- socialistes ont gouverné pendant 5 ans dans les 10 dernières années. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de me remettre avec les socialistes ou derrière les socialistes. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de militantes et de militants socialistes qui aujourd'hui voient la réalité politique. À un moment, chacun doit assumer ses responsabilités. Mais si vous y allez, c'est un message super fort de Ah ouais. j'ai vraiment envie de la faire, cette coopération, quitte à ne pas Mais aller je au l'ai présidentiel. démontré. Moi, à un moment, aujourd'hui, je veux parler aux Français sur le nucléaire. Je veux leur parler sur la justice sociale. Je veux leur parler sur l'immigration. Je veux leur parler sur les discriminations. Je veux leur parler sur les violences faites aux femmes. Je veux leur parler sur la démocratie. Mon sujet, c'est pas de parler avec Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon. Désolé. À un moment donné, il faut aller conquérir la société qui, aujourd'hui, vous le ressentez, n'est pas totalement convaincu de nos idées. Alors, on va prendre, je pense, encore Ouais, deux questions 5 libres. minutes. Encore 2 questions libres. Donc, Parce qu'après, je vais voir la fresque. Je leur ai promis. Parle un peu plus fort. Pardon. Vous allez élaborer un peu juste avant pour la sortie du nucléaire. Vous prévoyez d'en sortir dans 10, 20, 30 ans. Comment vous voyez les dernières annonces d'Emmanuel Macron? Vous l'avez un peu abordé très vite juste avant. Et comment vous garantissez, si on en sort du nucléaire, l'indépendance énergétique de la France? Comment on va faire? Vous voyez qu'il y a du boulot, que c'est pas simplement la primaire populaire. Vous savez d'où vient l'uranium? D'où vient l'uranium? Non, de Niger. Essentiellement du Niger. Vous connaissez la situation du développement au Niger et la situation là où on extrait l'uranium? Je veux dire, vous voyez là, le travail qu'on doit faire vis-à-vis de l'opinion publique, des électrices et des électeurs, justement pour expliquer ce qui est la réalité du nucléaire. Vous voyez, il n'y a pas d'indépendance énergétique de la France. On dépend de celles et de ceux des pays qui nous fournissent l'uranium. Macron, il veut faire 6 EPR en plus. L'EPR de Flamanville, il est passé de 3 à 20 milliards. 3 à 20 milliards. Vous n'avez pas un responsable chez EDF, pas un responsable de l'administration de l'État qui est venu rendre des comptes sur 17 milliards de gabegie. Vous êtes dans l'enseignement supérieur? Le budget de l'enseignement supérieur par an, c'est 20 milliards. Cette gabegie sur un EPR, dont on ne sait même pas s'il va fonctionner, c'est 17 milliards. Et il va en faire 6. 6 fois 17 milliards de gabegie. On n'a pas mieux à faire? Donc on abandonne une technologie pendant presque 30, 35 ans. Et alors? On a abandonné le Minitel. Très bien, on a eu fait ça. On a eu les meilleurs ingénieurs. On a eu un programme nucléaire, y compris la France a été capable de montrer qu'on pouvait avoir une grande politique publique sur l'énergie. Ce n'était pas la mienne, mais il y a une grande politique publique sur l'énergie. Ben, aujourd'hui, désolé, le nucléaire, c'est 2 fois plus cher que les énergies renouvelables. Ah bah si, vous prenez un EPR, vous êtes à 120 € le mégawattheure. Vous prenez l'éolien offshore à Dunkerque, c'est la moitié. Et les prix des renouvelables font ça, le prix du nucléaire fait ça. Mais c'est la réalité des chiffres, allez les voir. Vous êtes étudiant, allez voir la réalité des chiffres. Et ça peut nous péter à la gueule avec des centrales vieillissantes. Et c'est des déchets qu'on exporte au fin fond de la Russie. Les amis, au fin fond de la Russie, on exporte nos déchets nucléaires. Donc moi je dis, économisons l'énergie, c'est du pouvoir d'achat, c'est du boulot d'artisans, des PME, c'est des appartements plus confortables, c'est une meilleure santé. Déployons les énergies renouvelables, on peut réindustrialiser et avoir une vraie souveraineté énergétique. Et en plus, franchement, moi je préfère dépendre de l'eau, du vent, de la géothermie, de la biomasse, des énergies marines, que du gaz ou du pétrole de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. Alors, juste Non mais non. Non, parce que votre réseau, il est équilibré à la fois parce que vous avez un mix énergétique, que vous avez moins de pics parce que vous avez isolé vos logements et qu'on a un réseau européen d'énergie qui nous permet de rééquilibrer en permanence. Juste, on va prendre une dernière question et après ce sera... Aujourd'hui, on voit que le débat politique potentiel est très orienté vers des questions qui font jeu de l'extrême droite et qui intéressent au final peu la jeunesse. Comment faire pour recentrer les questions autour de l'écologie, de l'inclusion, des questions qui au final nous favorisent? Mais il faut pousser nos idées dans le débat politique, faut faire vivre ce qui fonctionne dans la société comme solution. Je veux dire, il y a des trucs extraordinaires qui se passent partout, en vrai.
la société qui va bien, elle n'est pas à inventer. La société qui va bien, elle est déjà là. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les initiatives de lutte contre les discriminations, les initiatives de lutte pour la protection des femmes contre les violences, les initiatives d'énergie renouvelable, les centres de recherche, les fermes qui font une agriculture et une alimentation géniale, qui respectent l'environnement, ils vivent bien et on mange bien. Tout ça, ça existe. Notre boulot politique, pour moi, pour les écologistes, c'est de faire en sorte que ce qui va bien ne soit plus en périphérie, en marge des politiques publiques, mais soit au cœur des politiques publiques. Aujourd'hui, l'agriculture qui est au cœur de la décision politique dans notre pays, c'est l'agriculture la pire. C'est l'élevage intensif, c'est les pesticides. Et bien, à nous de mettre les éleveurs bio, les agriculteurs bio au cœur de notre politique agricole, et vous verrez que tout changera, en fait. Tout changera. Donc il faut faire vivre dans cette campagne ce qui va bien dans notre pays. Mais, et puis y compris, vous savez, la haine de l'autre qui s'installe. C'est l'instrumentalisation par des mauvais génies politiques de nos angoisses, de nos peurs. La réalité, c'est que beaucoup de Françaises et de Français pensent que vous et leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. C'est une défiance vis-à-vis du futur. Mais cette défiance vis-à-vis du futur, on en sort comment? En fantasmant le passé? Pétain, on va tous se réconcilier, les collabos, les résistants, l'OAS et le FLN, donc on va tous se réconcilier? Ou en fait, notre objectif, c'est de se réconcilier avec notre avenir. Lutter contre le chaos climatique, lutter contre l'effondrement du vivant, lutter pour la solidarité. C'est de nouveau s'offrir un avenir. Et quand on s'offre un avenir, y compris avec des entreprises qui ont du sens et un travail qui a du sens, avec la façon dont on recontrôle sa vie à l'échelle locale, son alimentation, son agriculture, ses services publics, là où on travaille, la culture et donc la démocratie. Vous retrouvez confiance là où vous vivez. Vous retrouvez confiance dans votre vie et votre destin. Et bien quand vous retrouvez confiance dans votre vie et votre destin, que l'avenir n'est pas une menace mais une projection positive, ben je peux vous dire que l'autre n'est plus un ennemi, c'est pas une menace, c'est pas un concurrent sur le marché de l'emploi, c'est pas, voilà, ça devient une source d'enrichissement et au fond un allié de cet avenir. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à raconter. Si on arrive à raconter ça, on gagne cette élection. On gagne cette élection. Avec toutes celles et tous ceux qui, même s'ils sont ils n'ont pas bien compris ou on n'est pas d'accord sur le nucléaire, viendront en se disant, ouais quand même, le nucléaire c'est peut-être bien, mais franchement, des panneaux photovoltaïques sur les écoles, ça a quand même une autre gueule qu'une centrale nucléaire. Le raconter c'est bien, mais est-ce que les gens sont prêts à écouter? Est-ce que la société française est prête à écouter ce discours-là? Mais on va le faire en sorte, mais ça dépend de vous les amis. Enfin, comment vous... Alors, Non, mais attendez, non, parce que c'est trop facile de dire, faites la primaire populaire, sinon... Non, mais je vais vous renvoyer moi les trucs. Je vais vous le dire pour conclure. Je sais vos causes, je sais votre engagement. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, ok? Bon, c'est pas tous les jeunes qui s'engagent. Donc, vous le savez, je veux dire, il n'y a pas la jeunesse qui s'engage et machin. Il y a plein de jeunes, il y en a qui sont sacrément très loin de tout ce qu'on se raconte parce qu'ils sont dans le dur, vraiment dans le dur, ok? Donc, mais vous ne pouvez pas être simplement sur vos causes en disant ma cause est importante et la politique c'est un peu sale. La société c'est la politique. Vous faites de la politique. Quand vous êtes là, vous faites de la politique. Et deuxième chose, vous ne pouvez pas vous désengager de cette campagne présidentielle en disant ouais mais s'ils ne sont pas tous ensemble, à un moment donné, prenez vos responsabilités, engagez-vous, vous le faites à travers la primaire populaire, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas la primaire populaire, vous n'allez pas vous dire « Ah bah c'était la primaire populaire ou rien ». Donc il faut vous engager, faire campagne. Je veux dire, les jeunes, il faut les mobiliser. Il y a 30% des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas inscrits au bon endroit, qui ne votent pas simplement parce qu'ils sont mal inscrits sur la liste électorale. Il y a 80% d'abstention. Et puis moi je ne vous dis pas, les jeunes, occupez-vous des jeunes. Les jeunes, occupez-vous de la société, c'est la vôtre. Ouais, après, quand même, faire peser la responsabilité sur les jeunes. J'ai pas dit que c'était que vous. Prenez vos responsabilités. J'ai dit moi je prends ma part. Moi je prends ma part. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc je prends ma part depuis plus de 30 ans que je milite. Ouais. J'ai fait Greenpeace, j'ai été
au Burkina Faso, j'ai vécu au Bangladesh avec les femmes dans la misère. Je fais comme vous, je prends ma part. Mais comme vous, je prends ma part. Moi, ma part, elle est plus importante à partir du moment où je suis candidat à l'élection présidentielle, à partir du moment où je suis élu. Mais, je veux dire, on sauvera ce pays, on sauvera cette société, que si tout le monde s'y met. C'est ça que je dis. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est tout ce que je dis. Si vous êtes là, c'est que vous prenez votre part. Je n'en doute pas. Mais reconnaissons que quand il y a 80% de la jeunesse qui s'abstient, il y a une responsabilité. Qu'est-ce que vous proposez pour que justement les gens ils s'engagent et que les gens aillent voter? C'est quoi vos plans concrets pour que tous les gens qui ne votent pas, mais qui peuvent justement faire gagner Mais de leur redonner confiance à partir de mes propositions sur la... Mais par quels outils, genre justement, attendez, avec votre parti, vous venez d'arriver là? Vous venez d'arriver là, à la réunion? Dans la région? Non, de la réunion là. Non. Vous êtes là depuis le début? Non, je suis pas là depuis le début. Ah bah voilà, les amis, si vous écoutez pas ce que je dis sur nos propositions, vous pouvez pas me dire, ben ouais, mais en plus vous n'avez pas de proposition. Non, c'est trop facile ça. Non, mais des outils de campagne. Je vous attaque pas, c'est juste que, ok, je demanderai aux autres ce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des projets, on a déjà fait beaucoup de propositions sur le climat, sur la justice sociale, sur le revenu citoyen dès 18 ans, sur le droit de vote dès 16 ans, sur le 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, sur le combat contre les discriminations, sur la couleur, la peau, les machins, les trucs. On a fait sur l'investissement dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, sur la réindustrialisation, la relocalisation de l'économie, sur les salaires, les statuts, la santé au travail. On a plein de propositions en vrai. Après, tout n'est pas fini. On est en novembre, on est en train de construire, on continue à en discuter. Moi, je rencontre tous les syndicats pour discuter de la meilleure façon, y compris que les salariés soient représentés dans l'entreprise. C'est tout ça qu'on va faire. Mais je peux vous dire qu'on a un paquet de propositions. Après, à nous de les faire vivre. Peut-être qu'on ne fait pas toujours bien, je le reconnais, on n'est pas parfait, on peut faire mieux. À nous de faire vivre ces propositions pour que le débat politique il passe de Zemmour et ses délires à comment on devient le pays leader sur le climat, comment on fait qu'il y ait des services publics, une école, un hôpital de qualité. Voilà, c'est ça, à nous de faire vivre ça. Mais on essaye, je vous assure. Mais les gens ils connaissent pas les propositions. Les gens ils connaissent pas, je sais pas, on essaye, on fait des médias, on essaye de se mobiliser sur les réseaux, on essaye de faire débattre de nos propositions. Là, ça marche pas, on fait ce qu'on peut, Merci. On essaye. Je vous remercie. Merci Vraiment, beaucoup, c'est courage. fabuleux. Et bonne journée à vous. Bon courage pour les campagnes. Ouais.